兴趣，长好多天文知识，对不对？挺好的，天文台的特别好玩，挺兴趣，长好多天文知识，对不对？
Vous travaillez ici sur le mont Paranal au Chili. Qu'est-ce que vous faites? Ici, on s'occupe de mesurer disons, la qualité de l'image que verra un grand télescope lorsqu'il sera installé au sommet. Donc, évidemment, on ne peut pas avoir de diamètre très grand pour mesurer la qualité de l'image. Donc, on utilise un petit télescope et une méthode un petit peu plus compliquée, mais qui nous permet ensuite d'évaluer ce que verra le télescope plus tard. Vous avez des détecteurs qui sont aussi puissants que dans un grand observatoire ici? Oui, effectivement, le télescope est petit, mais les détecteurs qu'on utilise et le système informatique est tout à fait comparable à ce qu'on trouve sur un grand télescope. Vous observez le ciel, mais vous étudiez aussi bien d'autres choses sur cette montagne, non? Disons qu'on essaye d'enregistrer un maximum de paramètres, c'est-à-dire les paramètres au sol, principalement le vent, la température, la turbulence thermique au sol. On enregistre aussi la turbulence thermique sur, disons, les 1000 premiers mètres du site, qui sont vraiment en fonction de tout l'environnement qu'on a autour, les montagnes les plus proches, etc. Et puis on mesure aussi, en mesurant la scintillation des étoiles, la turbulence qui se trouve en haute atmosphère. Celle-ci est vraiment sur une très large échelle, c'est-à-dire que les sommets environnants verront exactement la même chose. Donc on essaye vraiment de couper l'atmosphère en morceaux, et, afin de voir qui crée quoi, et afin de savoir si, se déplaçant sur un sommet voisin, on risque d'améliorer les choses, ou bien on va retrouver exactement la même chose. Il y a des gens qui cherchent les meilleurs sites du monde, des chercheurs de sites. Votre travail à vous, il arrive en phase finale en fait. Qu'est-ce qui se passe avant? Oh, avant, ça représente au moins 4 années. Je crois que ça a commencé ici en 83, que l'ESO a décidé de faire une prospective de site. Et tout ce travail a été fait sous la direction du professeur Hardeberg, qui est directeur de l'Observatoire de Lund actuellement, et qui continue bien sûr à venir régulièrement. Je crois qu'il a visité peut-être plus d'une centaine de sommets, et il emmène avec lui, entre autres instruments, un moniteur de vapeur d'eau. Alors cet appareil est un radiomètre et qui, disons, en regardant au zénith la quantité de vapeur d'eau qui se trouve dans le ciel. Évidemment, c'est très important, principalement pour les observations en infrarouge. Et je crois que trouver un site très sec, et certainement ici nous sommes sur un des sites les plus secs du monde, et va améliorer considérablement les qualités des observations dans l'infrarouge. Quel est le meilleur site du monde pour construire un observatoire astronomique? In practice, the best site would then be a rather steep and high mountain sitting on an island, or even better, being the island itself. But I emphasize that then it has to be rather high, it has to be rather steep, and it has to be in the sea, not to have any turbulence creating elements around it. And that already in itself is an impossibility in practice, because if it is needle-shaped, very pointed, then it will be difficult to put anything big on it. For instance, it will be very difficult to put an array of telescopes. So there, at once, we are at a point where we have to say that the ideal site maybe doesn't exist, or it may exist, but then only for a certain configuration of telescopes. Still, I would maintain that a very good choice would be either an island, high, steep sort of island mountain, or something resembling it on the mainland, and then ideally close to the coast with coastal wind prevailing.
Vous avez cherché des sites astronomiques dans le monde entier, vous aussi. Vous pensez que l'île d'Hawaï est un des meilleurs sites astronomiques du monde? Now, what is important there is that the airflow at the site should be laminar. It should not be turbulent, and it should have only one temperature. You cannot have the mixing of masses of air of different temperatures. And this condition obviously is best found when you are on an island in the ocean where the airflow has passed for a very long distance over the ocean, and the turbulence generated by passage over the rough terrain on continents has had a chance to diminish. The other thing that is important is that you should not introduce turbulence into the airflow locally. So the form of the mountain is very important. The ideal case is to have a conical, isolated conical mountain. If you have a very steep conical mountain, such as a volcanic cinder cone, then the airflow, when it arrives at the mountain, will divide and pass around the mountain on either side. If, on the other hand, you have a long mountain barrier or even a mountain range which is concave towards the incoming airflow, then what happens is that the air comes in and is forced upward along the slope and tumbles over the surface, producing turbulence at the observatory site. And in addition, when it moves up along the slope, it picks up masses of cold air that has been cooled by contact with the surface of the mountain during the night. And this is mixed with the warmer free air. And now you have masses of air with different temperatures, different indices of refraction passing in front of the telescope. And this produces differences in the position of the star. In other words, the star image will move around and the angular resolution of the image is diminished so that you cannot see very fine stellar or planetary details. Cet avion, c'est un observatoire astronomique. Well, a Kuiper is an airborne observatory that carries a 91 centimeter diameter telescope to an altitude of at least 41,000 feet, and it can go up to 45,000 feet. In doing so, it gets above the water vapor in the atmosphere. And this is very important for doing infrared astronomy, because the water in the atmosphere absorbs most of the radiation that's coming to us from the stars in that wavelength range. So we can put our instruments on this telescope just as you would in an ordinary ground-based observatory. But then the Kuiper observatory takes us up above the clouds and above the water vapor, so that we can study in these bands that have not been studied from the ground in the past. In this kind of work, the sort of things you want to look at that emit primarily in the infrared are the cooler objects in the universe. For instance, we ourselves, if we weren't in reflected light, we're emitting radiation, and that radiation is predominantly in the infrared wavelengths. So if you want to look at somebody on a dark night, you want to look at them with an infrared camera. Similarly, if you want to look at something that's cool in the dark regions of space, where there are stars not very close to the objects, then you want to study those dark, cooler objects
with infrared radiation. There are a lot of interesting things that are studied in the infrared. For instance, the planets shine partly by reflected light from the sun, but they're also shining in the infrared. And the most interesting spectral bands, that is the electromagnetic radiation spread, when it's spread out by our instruments, can be observed, and one determines the molecules that are emitting this radiation from the infrared spectral information. So we can study atmospheres of planets and determine what's in them, primarily by working in the infrared. Il y a là le segment de l'histoire peut-être la plus extraordinaire de l'humanité. L'astronomie nous fait voir comment la science décolle du système du monde solaire vers l'univers stellaire. Et là, dans les questions d'observatoire, on voit très bien que la technique décolle aussi. Elle part de la Terre pour aller vers des sommets, vers des montagnes, puis vers des ballons, puis elle ira sur des obus pour aller vers des fusées et pour annoncer l'astronautique actuelle. Il y a là un appareillage ou une sorte de décollage. Mais ce décollage n'est pas seulement scientifique ou technique, il est aussi celui de notre civilisation entière. Voici seulement un demi-siècle, au début de ce siècle-ci, la France entière, 80% était agricole, l'Allemagne, l'Amérique aussi, l'Angleterre moins. Et avez-vous remarqué à quel... Si on me demandait un jour quel est le phénomène le plus important du XXe siècle, je répondrais la disparition de l'agriculture. Nous ne sommes plus qu'un pourcentage infime d'agriculteurs. Et là aussi, l'humanité décolle. Elle était sur le sol, elle avait les pieds sur terre et même sous terre, labourait la terre. Et tout d'un coup, elle devient industrielle, puis elle ne devient plus industrielle, elle devient employée de bureau. C'est-à-dire elle s'occupe de papier, de langage, de code, de signes.
Elle s'occupe de machines à écrire et tout d'un coup, elle décolle du matériel vers le langage. Vous voyez, elle décolle de la terre vers le ciel, elle décolle du matériel vers le langage. Il y a une sorte de décollage qui est peut-être l'image la plus précise qu'on puisse donner de l'histoire actuellement de l'humanité occidentale développée. Cette espèce de décollage tel qu'à un moment, nous allons nous reconnaître comme image privilégiée dans l'astronaute qui, hors la Terre, la regarde en entier. Et probablement là, il y a une date extraordinaire, c'est la première fois qu'on a une photographie de la Terre, bien après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le moment où l'astronaute flottant hors sa propre fusée peut regarder notre mère, la Terre, comme un objet global, comme un objet qu'il peut mettre en dehors de lui. En général, la Terre, on est dedans. Non, on est dessus. On vit comme notre entourage. La Terre ne bouge pas pour l'homme. Elle est le sol sur lequel on repose, la maison dans laquelle on habite, l'utérus dans lequel on est. La Terre est notre mère. Et donc, on ne peut pas en sortir. Il n'y a que les savants qui disent que la Terre bouge autour du Soleil. Mais dans la vie ordinaire ou dans la vie courante, pour nous, la Terre est cette stabilité, non seulement qui est indéracinable sous nos pieds, mais à l'intérieur de laquelle on habite. Eh bien, l'aventure la plus extraordinaire de ce dernier temps a été, je crois, que l'humanité en entier a quitté la Terre, c'est-à-dire a décollé d'elle, est sortie d'elle, comme si elle avait été accouchée par elle, et tout d'un coup, elle la voit en entier devant elle, comme si c'était un objet. C'était notre maison, et maintenant, c'est un objet. C'était... oui, notre mère, et maintenant, c'est un objet, et c'est même peut-être plus qu'un objet, c'est devenu presque notre fille, comme si elle était en danger à cause de nos entreprises. Vous voyez, comme si elle était d'abord notre mère et ensuite notre... Vous voyez ce décollage extraordinaire dont la montée des observatoires du niveau zéro de la mer vers les montagnes n'est qu'un petit segment. Je crois là qu'il y a un grand mouvement qu'on peut décrire et raconter, et qui est peut-être le seul roman réel, le seul grand récit, le seul grand conte, le seul grand mythe moderne qu'on puisse réellement raconter à nos enfants. C'est vrai que le ciel est un monde très cruel. Il s'y passe des événements les plus violents qu'on puisse imaginer. Des étoiles explosent, des galaxies explosent. Et tout ça se fait dans la plus parfaite indifférence, dans la mesure où on ne le voit pas. Donc, on ne le voyait pas, disons. Maintenant, on commence à l'apercevoir, puisque on braque vers le ciel des télescopes qui sont justement accordés à l'observation de ces phénomènes. Mais jusqu'à présent, il passait tout à fait inaperçu. Les seules manifestations de violence dans le ciel, c'était des étoiles qui apparaissaient tout d'un coup en plein jour. Bon, ça a un peu fasciné les astronomes du passé, mais c'était quand même un peu anecdotique. C'était une étoile qui apparaissait en plein jour, puis qui ensuite disparaissait. Le temps est un excellent garde-fou. On parle maintenant du fait que la vie sur Terre a été terriblement modifiée quand un énorme aérolithe est tombé et a tué tous les dinosaures. Bon, ben ça n'arrive pas souvent. Ça n'empêche que les gens, enfin les bêtes qui étaient à cette époque-là sur Terre en ont été traumatisés. Donc c'est vrai que le temps nous protège, ou du moins nous ne vivons pas assez longtemps pour avoir à subir, disons, dans notre chair ou dans notre quotidien, cette violence astronomique. Mais bon, d'une part, on en est issu. Tout ce qui nous compose vient d'étoiles. Hein.
Notre chair, notre sang est composé de carbone, d'oxygène, d'azote, et tout ça a été fabriqué dans des étoiles. Et pour que ce qui soit fabriqué dans les étoiles devienne des êtres humains, il a fallu que ces étoiles explosent, qu'elles se répandent dans l'espace. Donc, ne serait-ce que pour exister, il a bien fallu que ces phénomènes violents se passent. Donc ça, c'est le côté bénéfique de ces phénomènes violents, ils nous ont créés. Maintenant, le côté maléfique, c'est qu'ils peuvent nous faire disparaître, mais c'est pas nécessairement d'actualité, hein. Ça va pas se produire maintenant. On peut voir une même étoile sous des aspects différents, dans des longueurs d'onde différentes. Est-ce que dans chaque domaine de longueur d'onde, on voit d'autres choses aussi, d'autres étoiles? Oui, bien sûr, le ciel est éminemment variable en fonction du regard qu'on porte sur lui. Bon, si vous connaissez le ciel nocturne, les étoiles, les constellations, c'est une chose. Vous observez le même ciel avec un détecteur à rayons X ou un détecteur gamma, vous avez d'autres étoiles qui vont parsemer le ciel, mais pas du tout au même endroit, et pas du tout les mêmes. Et ça ouvre cette nouvelle dimension qu'a l'astronomie finalement en ce moment. Ça, c'est une chose qui est passionnante pour les astronomes, c'est qu'ils vivent une révolution encore plus grande que la révolution de Galilée. Parce que Galilée, il n'a fait que... enfin c'était déjà pas mal, il a fait franchir un saut énorme, il a décuplé le pouvoir de l'œil, mais c'est resté l'œil. Tandis qu'à notre époque, depuis 1930, depuis le début de la radioastronomie, on vit maintenant l'apparition d'une dimension qui est l'exploration de tous les rayonnements. Et ça, c'est beaucoup plus révolutionnaire que de voir des objets plus en détail ou de voir des objets plus lointains. Parce qu'on voit des objets différents. Et ça, c'est extraordinaire de voir des objets différents. Ça montre à quel point le ciel est peuplé d'astres différents. À côté des astres qu'on connaît, qui nous rassurent, des étoiles, des planètes, on sait maintenant qu'il y a tout un bestiaire à qui on a donné des noms qui sont rentrés dans le grand public, les quasars, les pulsars, les étoiles à neutrons, etc. Tout ce bestiaire apparaît et il est issu de ces nouvelles astronomies. Et il appartient maintenant de compléter cet inventaire, de vraiment savoir tout ce qui existe, puis ensuite de tout expliquer. Si on faisait une carte du ciel dans chaque domaine de longueur d'onde et qu'on les mélangeait, le ciel ne serait plus du tout noir, il serait peuplé d'étoiles? Il serait peuplé d'objets des fois les mêmes, des fois différents. Noir, je pense qu'il n'a jamais été noir, le ciel. Il est noir parce que notre œil, la nuit, n'est pas capable de voir toute la masse de rayonnement qu'on reçoit. Mais si vous avez par exemple un œil gamma, vous aurez un ciel brillant. Parce que non seulement on sait qu'il y a des objets, des astres qui nous envoient du rayonnement, mais il y a aussi un rayonnement diffus dans tout l'univers. Et si vous avez un œil radio, vous verrez ce fameux rayonnement fossile de l'explosion originale de l'univers, ce rayonnement à 3 degrés, qui lui baigne tout l'univers. Donc dans ce domaine-là, si vous avez un œil sensible à la lumière émise par le 3 degrés K, qui se situe dans le domaine radio, vous verrez le ciel tout brillant. Et vous serez dominé par une brillance totale. Vous aurez l'impression d'être dans un milieu entièrement brillant. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de jour pour ceux qui ont cette faculté de voir avec ce regard.
construit des miroirs de télescopes de plus en plus grands. C'est pour mieux voir les étoiles? Comment faire pour voir des détails de plus en plus fins sur une image astronomique? De quoi dépend la finesse ultime des détails que l'on peut distinguer? Eh bien, la réponse dépend de la longueur d'onde de la lumière qu'on utilise pour faire cette image. Aux longueurs d'onde du visible, celle auquel notre œil ou la plaque photographique sont sensibles. On peut bien agrandir le télescope, on ne voit pas des détails de plus en plus fins. C'est la question, alors votre télescope, il grossit beaucoup? À laquelle on donne une réponse toujours frustrante. On peut prendre un télescope de plus en plus grand, il ne grossit pas plus, c'est-à-dire, il ne distingue pas, sur l'image photographique qu'il produit, des détails de plus en plus petits. Pourquoi? Parce que ces détails qu'il aurait la capacité de distinguer, ils sont en quelque sorte noyés, lavés, dissous par l'agitation des images de l'atmosphère. On peut gagner en allant près d'un lac, au sommet d'une montagne. On gagne un peu, mais on n'atteint jamais les performances que le même télescope aurait s'il était mis dans l'espace. Par contre, en revanche, en utilisant cette autre lumière que sont les ondes radio, alors l'atmosphère n'a plus d'effet. Les ondes radio sont indifférentes aux fluctuations de température, aux turbulences présentes dans l'atmosphère. Allons-y donc, augmentons le diamètre des télescopes pour voir alors des détails de plus en plus fins. On se heurte, malheureusement là, à une autre limite, qui est la capacité de construire des montures capables de pointer des télescopes de 10 mètres, on sait faire. De 100 mètres, on sait encore faire. De 300 mètres, on ne sait plus faire. Alors le télescope va être simplement immobile, au fond d'une cuvette, et il ne fera l'image de l'objet astronomique que quand celui-là aura la possibilité, emportée par le mouvement apparent quotidien, de passer au zénith, dans l'axe du télescope, à la verticale. Et au-delà, peut-on faire des télescopes de taille encore plus grande et qui ne soient pas contraints par cette limitation? La réponse est évidemment non. Alors, doit-on abandonner pour toujours l'espoir de voir des détails plus fins que ce que peut percevoir un télescope de 100 mètres? Non. Grâce à une technique tout à fait intéressante, extraordinaire même, inventée dans son principe dès la fin du XIXe siècle. Quelle est cette technique? Eh bien, elle consiste à abandonner l'ambition de faire un très grand télescope, mais à constater que si l'on se contente de prélever dans la lumière venant de l'objet dont on souhaite avoir l'image, deux petites fractions de cette lumière à l'aide de deux télescopes situés à 500 mètres, 1 km, 100 km, voire 10 000 km l'un de l'autre, à condition de prélever ces deux fragments de la lumière issue de l'objet exactement au même instant, alors on obtient une information qui permet de construire l'image de l'objet avec une résolution de détail égale à celle que donnerait un télescope ayant 500 mètres, 10 km, 10 000 km de diamètre. Il faut être capable de synchroniser les mesures à une précision comparable à la fréquence de la lumière, c'est-à-dire à quelque chose de l'ordre du milliardième ou du 100 milliardième de seconde. La tâche est difficile, elle n'est pas impossible. Et quand on sait faire ça, on fait ce qu'on appelle de la synthèse d'ouverture, c'est-à-dire que l'on combine une paire de télescopes sur une base de quelques kilomètres, on a un élément de détail de l'image, on combine cette paire sur une autre base,
plus grande ou plus petite, on a un autre élément de détail de l'image et on va ainsi reconstruire l'image avec sa capacité de distinguer des détails extrêmement fins, élément par élément. On fait la synthèse, artificielle en quelque sorte, d'une ouverture de très grande taille, plusieurs kilomètres, en utilisant néanmoins des télescopes de très petite taille. La radioastronomie, avec ses réseaux de grands télescopes, situés d'abord les uns à côté des autres, sur une grande plaine, comme c'est le cas du Very Large Array, du VLA, du très grand réseau américain, voire même situés sur des continents différents, comme c'est le cas de ce qu'on appelle l'interférométrie à très longue base, a pour ambition de donner des images contenant des détails extrêmement fins sur les objets astronomiques. C'est comme mettre deux petits télescopes au bord d'un grand miroir et reconstituer ce qu'il y a au centre. Tout à fait. On pourrait en mettre un sur la Terre, un sur la Lune, et construire ainsi un miroir gigantesque entre la Terre et la Lune. Il y a des projets en ce sens, non? Tout à fait. Au fond de l'eau, dans la baie d'Honolulu, il y a des sortes de télescopes. Il y en a aussi sous terre, dans des mines d'or ou de charbon. Ce sont des observatoires astronomiques. Y a-t-il un autre message émis par les astres que de la lumière? Les physiciens répondent oui. Et ces télescopes, qui ne sont pas des télescopes à lumière que vous évoquez, sont construits pour tenter d'aller chercher ces autres messages. Il se trouve que les neutrinos, par exemple, qui sont des particules qui se déplacent aussi à la vitesse de la lumière, sont des particules qui sont très abondantes dans l'univers. L'univers en est plein, il y a plus de ces particules qu'il n'y a de grains de lumière. Mais elles sont extrêmement difficiles à détecter parce que, contrairement à la lumière qui interagit avec la matière pour produire un courant électrique, l'effet photoélectrique, les neutrinos interagissent très très mal avec la matière. Vous pouvez mettre des mètres cubes et des mètres cubes de matière, les neutrinos passent au travers comme s'ils ne les avaient pas vus. Quelle solution donc? Choisir une matière adéquate qui quand même interagisse un peu avec les neutrinos et la mettre au fond de l'océan pour que toutes les autres particules énergétiques, le flot de protons, d'électrons que nous envoie le Soleil, par exemple, qui risqueraient d'interagir aussi avec la matière et de donner un faux signal, soient, elles, absorbées par cet épais matelas d'eau que représente l'océan. On a alors un télescope à neutrinos. Neutrino astronomy gives information about the deep interior. For example, the sun. We see just the core of the sun. Well, the important thing about a neutrino is that they're generated by nuclear processes. So they're indicators of nuclear processes, and they're also are not absorbed, so that we can use a neutrino to look down into the core of the sun, where the energy is being produced by nuclear processes. Then if we can detect and observe the neutrinos and someday measure their energy and their direction, then we could learn about the nuclear processes that are going on in the interior of the sun. Vous dites que les neutrinos sont à l'intérieur des étoiles et que l'astronomie, d'habitude, s'occupe de la surface des étoiles? Yes,
all of astronomy that we're familiar with, whether it's radio astronomy, X-ray astronomy, optical astronomy, that all comes from the surface. But a neutrino, well, let's first explain that the sun is generating energy by nuclear processes, and it's a set of nuclear reactions that converts hydrogen into helium. So if you put 4 hydrogens together and convert that into a helium, then that process gives out energy. And we think that is the ultimate source of the energy of the sun. And it's been generating energy at essentially its same rate as it is now for 4.5, 5 billion years. And so we can see that process by observing the neutrinos that come from the core of the sun out through the sun and to the Earth. And that was the original concept of our experiment, to test that theory and see if it's valid. And another example that has just happened in 1987 is that we've seen the supernova. So what happened there? The star was generating energy, and it looked from the outside like an ordinary star. And it suddenly collapsed. And when it collapsed, the energy was radiated in the form of neutrinos. And those neutrinos were generated from the little tiny thing that, from the final thing when the star collapsed and made an enormous star collapses to an object that's, say, 10 miles in diameter. Then the neutrinos come out of that, so we learned how that process worked just this year by observing the neutrinos from a supernova. We did see the neutrinos from the supernova, but that because it was an enormous explosion of that star. Now, ordinary stars in the heavens are too far for us to see the neutrinos. And I think the richest field that we can count on are to study the interior of the sun with neutrinos. Whether we can go beyond that is difficult to say at this time. Vous allez à l'intérieur de la Terre ou sous les mers, alors que les astronomes en général rêvent d'aller dans l'espace. Neutrino has such a feeble interaction that we have to build an enormous detector. So the detector that we have is 600 tons. Now we can't put that in space, and if we did, it'd give a too large a signal. We couldn't see a neutrino. So we have to go underground. So we have to find a deep mine and a favorable company that would let us do that. And fortunately, the Homestake Mining Company had a shaft that goes 1,600 meters underground. We can take advantage of that, and they'll let us build our detector in their mine. So we have to go down so to screen our detector from cosmic rays. So that's why we go down and other astronomers want to go into space. Il y a la lumière, il y a autre chose que de la lumière, comme les neutrinos, et la gravitation universelle. Imaginez le Soleil. Imaginez que soudainement le Soleil, qui est une sphère, s'aplatisse et devienne une galette.
la pesanteur exercée par le Soleil sur la Terre va changer, parce qu'elle dépend de la forme du Soleil. Mais il va falloir 8 minutes pour que la Terre sache que le Soleil a changé de forme et que la pesanteur est différente. Pourquoi 8 minutes? Parce que c'est le temps que met la lumière pour venir du Soleil à la Terre, c'est aussi le temps que met la gravitation pour venir du Soleil à la Terre. Ces 8 minutes-là, elles correspondent au temps de propagation d'une onde, comme une onde sur l'eau, mais il n'y a pas d'eau entre la Terre et le Soleil, d'une onde de gravitation. Et cette onde est prédite par le modèle de la gravitation d'Einstein, la relativité générale. Mais il n'est pas question de fabriquer en laboratoire une source d'ondes gravitationnelles. Seuls les objets astronomiques, les astres, sont assez massifs pour créer de telles ondes à un degré mesurable. Je crée bien entendu une onde gravitationnelle quand je laisse tomber une pierre, mais elle est tellement ténue et tellement faible qu'aucun dispositif imaginable n'est capable de la détecter. Par contre, quand une supernova s'effondre sur elle-même, alors une onde gravitationnelle est émise et sera détectable par les télescopes à ondes gravitationnelles, faut-il les appeler ainsi, qui sont aujourd'hui en construction dans les laboratoires de physique. Sera-ce une nouvelle astronomie? C'est peut-être un peu tôt pour le dire. Ça commence quand, l'astronomie? Ça remonte à quand? Qu'allaient-ils faire les Grecs en Égypte? Pourquoi ce sont les Grecs qui inventent un système du monde? Ératosthène découvre que la Terre est ronde. Comment fait-il? Qu'est-ce que c'est un observatoire astronomique? L'étoile des rois mages, c'était une étoile? Les temples que l'on trouve au Mexique, ce sont des observatoires astronomiques? Les Chinois découvrent la boussole. Qu'est-ce que c'est qu'une boussole? Les Arabes ont nommé les étoiles. Aujourd'hui encore, une grande partie du ciel porte des noms arabes. Qu'est-ce que c'est une minute d'arc? C'est Galilée qui invente la lunette astronomique. Olaus Rømer, à l'Observatoire de Paris, découvre la vitesse de la lumière. Comment fait-il? Kepler écrit un traité sur les cristaux de neige. Ça a un rapport avec l'univers, la neige? Peu après Galilée, les jésuites quittent Venise et s'en vont en Chine. Que vont-ils faire en Chine? Newton découvre l'attraction ou la gravitation universelle. Qu'est-ce que c'est l'attraction universelle? C'est aussi Newton qui invente le télescope. Qu'est-ce que c'est une image pour un astronome? Après Newton, les astronomes se mettent à voyager. Que vont-ils chercher en parcourant le monde? Qu'est-ce que c'est qu'un spectrographe? En 1830, on sait mesurer la distance des étoiles. Comment fait-on? William Herschel découvre qu'il n'y a pas que ce qu'on voit avec l'œil. Il découvre l'infrarouge. Comment fait-il? Comment a-t-on fait pour comprendre que les étoiles ne sont pas fixes? Edwin Hubble découvre l'expansion de l'univers. Comment fait-il? Vous dites observable. C'est quoi l'univers observable? Il y a autre chose que la lumière dans l'univers? Qu'est-ce que c'est une supernova?